On est ensemble pour aller 1 heure et demie, peut-être un petit peu plus. Donc, c'est le moment d'accumuler de la connaissance, de prendre de l'information, de comprendre un certain nombre de choses et de mécanismes qu'on va essayer d'expliquer. Certainement qu'il y a des spécialistes avec nous, mais aujourd'hui, c'est pas destiné aux experts, mais c'est un webinaire destiné plutôt au grand public pour toujours dans cette dynamique de pédagogie, d'explication, donc de permettre à un maximum de personnes de comprendre un petit peu ce qui se passe en matière de finances islamiques en France. Et d'abord, je remercie la Shabi Bank d'avoir accepté notre invitation et d'être à nos côtés aujourd'hui, même si c'est une banque que l'on connaît et que l'on suit depuis très longtemps. C'est assez rare d'ailleurs que vous participez à des webinaires, c'est peut-être le premier du genre. Tout à fait. En webinaire, oui, c'est le premier du genre, effectivement. Donc effectivement, il y a déjà eu des conférences physiques, mais malheureusement, la crise sanitaire étant passée par là, ce genre d'événement est impossible en ce moment. Donc peut-être merci finalement au Covid parce qu'il nous a tous forcé à nous digitaliser. Et grâce à la digitalisation, maintenant, au lieu d'avoir 150 personnes dans un amphi, on peut avoir 400, 500, 1000 personnes qui nous suivent en plus des 4 coins du monde. Alors, rebonsoir à toutes et à tous. Bonjour, en fonction de l'endroit où vous êtes. Je ne sais pas quelle heure il est, mais en tout cas, voilà, en France, il est un petit peu plus de 17 heures. Donc, c'est la fin de la journée. Merci d'être avec nous après une journée de travail pour certains qui n'est peut-être pas encore terminée. Beaucoup de gens sont peut-être en même temps en train de bosser, en même temps en train de nous écouter. Alors, on va passer ensemble à peu près 1 heure et demie, j'espère, plus ou moins 15 ou 20 minutes, autour du programme suivant qui s'affiche à l'écran. On va bien entendu d'abord nous présenter nos invités, et puis on va s'attarder longuement sur la finance islamique en France à travers l'expérience concrète de terrain de la Shabi Bank, qui a déjà a lancé sur le marché français une offre de finance islamique depuis maintenant déjà 10 ans. Et oui, que le temps passe vite, une décennie déjà de produits financiers islamiques en France orientés plutôt au grand public, comme on dit, qui sont accessibles à un public beaucoup plus large, sachant qu'il y a la finance islamique en France existe depuis très longtemps, mais elle a été pendant des années et des années plutôt l'affaire de, on va dire, quelques riches fortunés qui venaient notamment et essentiellement du Golfe et qui arrivaient à avoir des opérations de financement ou de placement, mais vraiment du sur-mesure. C'était vraiment voilà, du sur-mesure. On a quelques chiffres à l'époque, quelques milliards d'euros d'opérations islamiques qui étaient faites, mais elles restaient vraiment destinées à une clientèle fortunée. Grâce à la Shabi Bank, depuis 2011, les choses ont beaucoup changé, les choses ont évolué, et la finance islamique aujourd'hui s'adresse à un public beaucoup plus large. Et on a le plaisir aujourd'hui d'avoir avec nous 2 représentants de la Shabi Bank qui vont nous raconter un petit peu l'historique et l'histoire de la finance islamique qui est la leur, et un petit peu aussi quelles sont les perspectives d'avenir. Et puis aussi, on va s'attarder longuement sur les produits que vous proposez, les produits qui sont proposés par la Shabi Bank de façon très concrète. De quoi s'agit-il? Comment ça fonctionne? Combien ça coûte? Voilà autant de questions que nous recevons nous-mêmes en tant que spécialistes du sujet, mais nous ne sommes pas une banque, nous ne sommes pas une institution financière. Donc, généralement, on fait que réorienter les gens qui nous posent ces questions vers les acteurs qui sont aujourd'hui sur le terrain. Et on a aujourd'hui cette opportunité unique de pouvoir présenter à un très, très large public ces produits et surtout de les décortiquer. C'est ça qui est important pour nos auditeurs et nos internautes. Donc, voilà un petit peu on va dire, les 2 principales briques de notre programme. Et puis, bien entendu, on passera à la fin la parole, entre guillemets, à l'audience qui va pouvoir poser des questions. Alors, vous pouvez, au fil de la discussion, au fil des présentations, poser vos questions à travers le chat. Vous avez tous sur votre écran la fenêtre où nous apparaissons, pour ceux qui nous suivent sur notre page, et vous pouvez poser vos questions sur le chat, là où tout le monde a déjà répondu, qui nous entendait bien et où ils étaient. Alors, sans plus tarder, on va passer tout de suite à la présentation de nos intervenants. La première partie va être présentée par Kassem Ibn Abdel-Jalil, qui est le directeur adjoint du développement et qui est chargé de la communication au sein de la Shabi Bank. Kassem suit depuis très longtemps le projet de la finance islamique. Il a été impliqué dès le départ. Donc voilà, il a
il connaît bien le sujet au sein de la banque et d'ailleurs je le remercie parce que je le côtoie occasionnellement et j'ai suivi son implication et l'intérêt intellectuel qu'il a porté pour le sujet. J'ai le plaisir aussi aujourd'hui d'avoir avec nous Abdelrazak Al-Chandouri, qui est responsable de l'animation commerciale de la finance éthique et islamique. C'est une dénomination qui a été retenue par la banque finance éthique et islamique parce que de toute façon, la finance islamique est avant tout une finance éthique. Elle n'est pas, comme vous le savez, une finance exclusivement réservée aux musulmans. Elle a une dimension éthique qui fait d'elle une finance universelle, donc elle s'adresse à tout le monde sans distinction d'origine et encore moins de religion. Alors, sans plus tarder, Kassem, je vais moi couper mon micro. Je vais suivre attentivement ce que les gens vont poser comme question. Alors, désolé pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter très rapidement, je ne vais pas faire très long. Je suis Booker Hdir, directeur associé au sein du cabinet IFAS. Je vous invite à aller voir sur notre site internet formation.ifas.com ou ifas.com, une société spécialisée en finance islamique. J'ai le plaisir, moi, d'avoir et l'honneur de diriger toutes nos activités dans les pays francophones. Et je travaille aussi, dans le cadre de nos activités, on accompagne les institutions financières et on a le plaisir de travailler pour la Shabi Bank qui nous fait, elle, aujourd'hui, le plaisir d'être avec nous pour parler du sujet. Sans plus tarder, Kassem, voilà, je vous invite à partager votre écran et je vais arrêter mon micro de sorte à vous écouter religieusement. Vous allez d'abord commencer par présenter la banque. Les gens ont besoin de connaître un peu la banque, sachant que pour certains, notamment les Marocains, ils connaissent le groupe bancaire. Mais ce qui est important de souligner aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, la Shabi Bank n'est plus la banque exclusivement des Marocains. Donc, vous allez nous détailler un petit peu tout ça, nous raconter-nous un peu l'histoire. Donc, merci à vous et je vous laisse la parole. Donc, Monsieur Kassem Ibn Abdel Jalil, merci de bien vouloir partager votre écran. Peut-être, Monsieur Chandouri, vous pouvez en attendant aussi couper votre micro et on le réactivera tout à l'heure. Avant de partager mon écran, je voudrais déjà remercier IFAS et Monsieur Hdir de cette occasion qui nous est donnée pour offrir un petit peu de visibilité à l'offre Shabi Bank d'abord et ensuite à l'offre de produits islamiques. Vous venez de le rappeler, ça fait déjà 10 ans que les produits sont lancés, commercialisés en France. Et donc, en fait, vous présentez tout ça. On va commencer rapidement. Je vais partager mon écran. Je vais essayer, comme a dit Monsieur Hdir, d'aller au plus rapide pour ne pas avoir à alourdir la présentation, aller au fond du sujet qui est plutôt la fenêtre islamique et les produits qui sont aujourd'hui disponibles dans notre catalogue. Moi, de mon côté, je vais regarder les questions et puis certainement qu'il y a des questions auxquelles vous allez répondre au fil de l'eau. Et puis, j'informe les internautes que les questions qui resteront, auxquelles les intervenants n'auront pas directement répondu, on les reprendra à la fin. Bien sûr, si on en oublie ou si on en saute quelques-unes, n'hésitez pas à les reposer. Voilà. Donc, je vous laisse poursuivre, Kassem. Très Et bien. on Vous voyez bien mon écran? Parfaitement. OK. Donc, on va commencer rapidement par une présentation de Shabi Bank avec un bref rappel historique de l'historique de Shabi Bank, de sa présence en France puis en Europe. Et ensuite, nous aborderons les produits islamiques dans leurs détails, donc les comptes EPAC et le financement Morabaha. Et je pense que la plupart d'entre vous est particulièrement sensible à ce dernier sujet. Donc, rapidement, je vous présente une slide où il y a l'historique en fait du groupe en quelques dates importantes ou les grandes dates qui ont jalonné l'historique du groupe depuis 1926. Pour nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Shabi Bank. Sachez que la banque a été ouverte en 72 en France, à Paris, et sous le nom de Banque Shabi du Maroc. La dénomination commerciale de Shabi Bank n'a été, disons, effective et publique que depuis 2007, depuis l'obtention de Shabi Bank du passeport européen, et qui lui a permis à Shabi Bank de s'installer sur 7 pays européens. Le Royaume-Uni, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la France bien sûr, la Belgique
et je pense que j'ai oublié l'Allemagne. En 2011, le lancement, comme je viens de le dire, de l'offre finance éthique et islamique de Shabi Bank a eu lieu. Tout simplement, on reviendra un petit peu dans l'historique ou dans la genèse des produits. Ce qu'il faut retenir dans cette slide également, c'est que en 2020, c'est l'agrément accordé pour l'activité MDM à la BCP, au groupe Banque Centrale Populaire, pour tout ce qui est activité marocain du monde, donc qui est la gestion, en fait l'intermédiation entre les clients du groupe et Shabi Bank sur les territoires où sont résidents ces clients. Disons, comme je viens de le dire, en 1972, la Banque Shabi du Maroc a été créée en filiale de droit français. En 1976, la succursale belge a été évidemment créée également. Et puis en 2007, comme je viens de le dire, l'utilisation du passeport européen nous a permis de nous installer sur les 7 pays européens que vous voyez et qui a permis d'unifier le réseau Europe. Aujourd'hui, donc, nous sommes à peu près 53 agences en Europe, donc 25 en France. Le Shabi Bank compte 421 collaborateurs en Europe, avec, comme vous avez ici, la répartition des agences par pays d'implantation. Et le plus important, comme vous le voyez, c'est la France, mais ça, on y reviendra, ça s'explique déjà par la présence des migrants sur le territoire français. Sachez que aujourd'hui, le groupe compte plus d'1 million de clients marocains du monde et dont 500 000 en France. Donc, on va commencer par décrire les lignes de métier ou les activités de chez Shabi Bank sur les territoires français. D'abord, avant tout, Shabi Bank est une banque de particuliers, donc une banque retail, qui cible en premier lieu la clientèle des Marocains résidant en Europe, donc les migrants actifs, les retraités, les étudiants, mais aussi toute la clientèle résidente en France, toute nationalité confondue, pour l'offre de finances islamiques. Nous proposons des services de banque au quotidien, donc en conventionnel de l'assistance, que vous connaissez tous par le biais du produit Injed Shamil Europe, donc qui est l'assistance et l'assurance décès et rapatriement de corps, l'épargne, le crédit et enfin l'offre islamique avec les comptes et les financements immobiliers, et puis des solutions spécifiques, bien sûr, de transfert d'argent vers le pays d'origine et l'accompagnement d'investisseurs pour les porteurs de projets dans leur pays d'origine. La deuxième activité qui se fait en synergie avec le groupe et qui a pris beaucoup d'ampleur depuis l'implantation du groupe en Afrique, cette activité de trade finance cible les exportateurs et les traders en Europe qui ont des relations commerciales entre le Maroc et l'Afrique. Nous proposons des offres de trade finance autour d'opérations maîtrisées et en mettant en relation avec la clientèle de la Banque Centrale Populaire et de ses filiales pour développer leur business. La troisième activité, et non des moindres, puisqu'elle concerne quand même une grande partie de la clientèle du groupe, c'est donc l'activité relais MDM. MDM est une marque déposée du groupe Banque Populaire, qui veut dire Marocain du monde. Donc, cette activité consiste bien sûr à accueillir la clientèle de la BCP en agence ou sur le terrain, à les assister à l'élaboration de leurs demandes de crédit, de leurs demandes de moyens de paiement, de la transmission des dossiers à la Banque centrale ou aux cellules de traitement, aux cellules back-office de traitement de traitement des demandes des clients. Et évidemment, la prise en charge de toute demande d'information ainsi que les réclamations et évidemment la collecte des documents justificatifs auprès des clients qui sont envoyés ensuite sur les agences au Maroc.
Alors, comme je viens… Pardon. Je t'interromps Oui. juste une petite seconde, juste pour un peu résumer ce que tu viens de dire rapidement, parce que quelque chose qui est très intéressant, qui m'interpelle en tout cas moi en particulier, c'est que finalement vous êtes une banque au sens classique du terme, mais en réalité en termes d'activité, d'après ce que vous venez de décrire, vous faites pas vraiment beaucoup de crédit au sens classique du terme, où je vois les lignes métiers, Marocains du monde, c'est plutôt du service, la prestation de service pour Tout à fait. les Marocains qui résident à l'étranger et qui ont des comptes au Maroc, tout ce qui est transfert d'argent. Et donc, dans l'activité particulière, c'est l'activité, si j'ai bien compris, islamique, est-ce qu'on peut avoir juste une idée un peu des proportions? Est-ce que c'est l'activité islamique qui est plus importante, enfin de financement en tout cas, et de dépôt, ou est-ce que c'est l'activité conventionnelle? Tout à fait. C'est l'activité, en tout cas, l'activité de crédit conventionnel est vraiment insignifiante dans l'activité de la banque par rapport à l'activité de financement Morabaha. La Morabaha et l'activité islamique prend une part prédominante depuis 10 ans dans notre activité, à côté de l'activité de service aux clients du groupe. D'accord. Très intéressant. Donc, finalement, dans l'activité bancaire classique, voilà, c'est plus du service que du crédit au sens propre du terme. Exactement, exactement. D'accord. Très bien. Merci pour la précision. Mais je vous en prie. Comme je l'ai dit il y a quelques minutes, c'est sur la base du potentiel des clients du groupe BCP et de la volonté qu'ils ont exprimée depuis des années d'avoir des outils ou des produits et des instruments qui correspondent à leurs valeurs, et aussi sur la base des potentiels des études IFOP qui avaient été menées en 2008 ou 2009 par IFAS elle-même et l'AIDIM, une association de promotion de la finance islamique en France, et évidemment des données de l'INSEE, que nous avons été, disons, interpellés pour lancer des produits de finance éthique et islamique, et c'est devenu possible depuis 2010 grâce à la publication des instructions fiscales qui avait été à l'époque édité par Madame Lagarde, Madame Christine Lagarde, qui était ministre des Finances à l'époque. Donc, Chabi Bank a décidé d'ajouter à son catalogue une gamme de produits conformes aux principes de la finance islamique et de l'étoffer au fur et à mesure en s'orientant progressivement vers un véritable modèle de fenêtre islamique. Donc, au lancement du projet, puisque j'ai eu la chance, comme a dit M. Ajdir à l'introduction de ce webinaire, j'ai eu la chance de participer dès le départ au lancement, donc à l'étude, à la pré-étude et en fait au lancement des produits finance islamique. D'abord parce que j'y avais un intérêt, disons, intellectuel propre, et puis aussi parce que il fallait développer absolument ce créneau, disons cette niche, qui au départ était une niche, qui aujourd'hui est devenue une activité prépondérante pour nous, mais qui au départ était une niche. Dès le départ, sur disons que les études qui ont été faites par l'INSEE et l'IFOP, on a vu que 55% des sondés étaient en forte demande de produits de financement charia compatibles, et 47% en attente de produits de placement charia compatibles. Comme je vous l'ai dit, les signaux positifs envoyés par les autorités françaises pour pouvoir lancer cette activité, c'est un ensemble d'aménagements fiscaux en faveur des produits de la finance islamique, dont les 4 instructions fiscales sur l'ijara, la murabaha, les soukouk et l'istisna. Pardon. Un fort développement du marché halal, aussi à l'époque, exprimé non seulement un fort attachement à la spiritualité des consommateurs, mais aussi la volonté d'avoir des produits financiers, comme je viens de le dire, conformes à leurs préceptes, disons, j'aime pas dire religieux, mais disons à leurs préceptes spirituels. Les opportunités qui se sont présentées à nous également
c'est que dans ce sondage et dans tous les sondages qui ont été effectués, le refus des intérêts prenait et prend toujours de l'ampleur. Et également, ce qui nous a, nous, particulièrement en tant que banque interpellés, c'est le dernier point, c'est le retard dans l'accession à la propriété dans les populations cibles par rapport à la moyenne nationale. Effectivement, selon l'INSEE et l'INED, les musulmans, toutes générations confondues, sont seulement 30% à être propriétaires de leur logement en France, soit 2 fois moins que la moyenne française. Ce point nous a particulièrement interpellés vu que nous accompagnons les migrants depuis la première génération, donc depuis la fin des années 60, et que c'est un marché auquel nous tenons énormément et pour lesquels nous tenons aussi également à être à la pointe de l'innovation et de la création de valeur ajoutée pour cette cible. On va commencer par parler un petit peu de la gamme des produits. Comme je vous ai dit, on a décidé de lancer la gamme des produits, mais la première question qui est venue à nous, et la première des grosses questions qui est venue à nous, est évidemment le besoin de ressources pour faire des financements éthiques. Et donc, avant de lancer le financement Murabaha, nous avons lancé un produit de dépôt qui est donc le compte Shabi Harmonis et qui a constitué la première étape dans le développement de la fenêtre islamique. Donc, les premiers comptes ont été présentés au public en juin 2011. La démarche a été perçue par le marché comme un premier pas positif. Et la cible nous a encouragé fortement à continuer, d'abord parce que la transparence a été un critère majeur dans l'élaboration de notre offre. Évidemment, la cible nous a très vite fait comprendre que le compte courant, c'était bien comme première étape, mais que le plus important pour eux, c'était d'avoir une gamme de produits complète, une gamme de produits et services pour que leur argent, entre guillemets, travaille ou participe au développement de la collectivité et de la communauté. Si vous permettez, je gardez ce point en tête, participer au développement de la collectivité et de la communauté. J'y reviendrai un peu plus tard pour vous montrer l'importance justement du fait de souscrire à ces produits de dépôt et d'y déposer soit vos économies, soit carrément d'y domicilier vos revenus. Et puis, en fait, comme je vous ai dit, évidemment, ce qui paraît le plus important, c'est que l'immobilier, le financement de l'immobilier a été très plébiscité par la cible. La demande a été spontanée, claire et vraiment unanime. Et en fait, nous avons, dans notre étude et dans les retours de la clientèle, demandé si le surcoût était un frein. Or, nous nous sommes rendus compte que le fait de payer un surcoût par rapport au crédit classique n'est pas ressenti comme un frein, mais évidemment, il y a des réserves à condition que le différentiel ou le gap ne soit pas, comment dire, un obstacle à la réalisation des projets. Donc, en 2011, la fenêtre islamique, nous avons décidé d'octroyer une marque propre à ces produits-là. Donc, c'est la marque Shabi Harmonis qui a été retenue avec comme baseline ma banque, mes valeurs. En 2011, donc, le compte Harmonis et le pack associé a été lancé. En 2012, très vite, nous avons lancé les premiers financements Murabaha. Et en 2017, le compte Shabi Harmonis, dont je vais vous parler dans quelques instants et dont je vais vous expliciter les caractéristiques. Avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet des produits, évidemment, quand je dis que nous avons lancé une fenêtre islamique, il va de soi que nous nous sommes engagés, la banque s'est engagée
à ce qu'on soit à ce qu'on soit conforme à la charia. Et évidemment, ces engagements garantissent aux souscripteurs que les produits sont absolument audités. D'ailleurs, je tiens à remercier IFAS, puisque vous verrez dans ce point que IFAS exerce un contrôle permanent et des audits réguliers sur les produits de la CHB Bank. Et évidemment, nous sommes supervisés également, cette activité est supervisée par un comité, de conformité charia qui est là pour garantir la conformité de nos produits. Justement, Kassem, je vous interromps une petite seconde parce qu'une question concrète a été posée. Il y a plein de questions depuis tout à l'heure, hein. Elles sont toutes très intéressantes les unes que les autres. Et bon, j'informe Tariq, Nasreddin, Abdelatif, tous ceux qui ont posé ces questions. Vous inquiétez pas, les réponses sont bien entendu prévues dans les présentations. Et donc là, vous arrivez à une question qui a été posée. Quelle est la composition du comité Sharia, qu'on appelle en anglais Sharia Board? Tout à fait, on va le voir tout de suite. Merci. On va le voir juste après cette slide, on va le voir. Donc, les engagements qu'a pris chez Bank, évidemment, c'est qu'aucun intérêt n'est versé sur les dépôts de la clientèle, pas de découvert autorisé sur ces comptes. Évidemment, vu qu'il n'y a pas de découvert, il n'y a pas d'agio. La séparation, un engagement fort a été la séparation des dépôts des fonds conventionnels. Là, dans quelques instants, je passerai la parole à Monsieur Hajdir qui vous expliquera en fait dans les détails comment nous avons séparé les deux activités de manière à ce que les dépôts, de manière à ce qu'il y ait une étanchéité complète entre les dépôts entre les dépôts de fonds conventionnels et les dépôts de fonds islamiques. Évidemment, nous sommes engagés à utiliser ces dépôts uniquement dans des produits et des financements compatibles avec les principes de la finance islamique. Comme je l'ai dit, nous sommes contrôlés en permanence par la société IFAS et nous sommes audités plusieurs fois par an sur non seulement les comptes, mais aussi les financements, et ce qui donne lieu en général au renouvellement de la certification. Certification d'ailleurs qui est publique, si quelqu'un parmi les auditeurs souhaite avoir une copie du certificat de conformité, sachez que vous pouvez vous adresser à nous, soit à notre centre de relations clients, et on se fera un plaisir de vous transmettre une copie du certificat. Toute cette activité, évidemment, est sous le contrôle d'un Sharia Board. Ce Sharia Board est composé de 3 savants, 3 scholars français qui exercent en France et qui sont très connus. Cheikh Mohamed Patel, qui est le président du Sharia Board, Cheikh Mohamed Bachir Welsas et Cheikh Mohamed Hendez. Là, j'en profite, comme je vous ai dit, de passer la parole à Monsieur Hajdir qui va vous expliquer la dichotomie qui a été réalisée et la séparation des fonds entre activité islamique et activité conventionnelle. Merci Kassem, je vais effectivement expliciter un peu la slide que vous voyez à l'écran. Je vais la faire apparaître sur mon écran, juste pour, voilà. Hop, normalement, là, vous la voyez. Donc, effectivement, dans le cahier des charges techniques de ce qu'on appelle fenêtre islamique, bon, le mot fenêtre islamique en français, il n'est pas très joli. En anglais, il est plus sympathique. On parle d'islamic window, ce qui veut dire comment une banque classique peut mettre en place des produits financiers islamiques sans pour autant créer une filiale, donc une entité juridique dédiée. Alors, beaucoup de grandes banques à travers le monde, pour ne citer que HSBC, BNP dans les pays du Golfe, et aujourd'hui au Maghreb, toutes les filiales des banques françaises ont mis en place justement ce qu'on appelle des fenêtres islamiques. Et d'un pays à l'autre, il y a parfois une réglementation qui est très stricte, pardon, qui explique et qui dicte comment mettre en place une fenêtre islamique. En France, on n'a pas de réglementation dédiée. Pour autant, la Shabi Bank joue le jeu de l'application on va dire, des normes
ou des pratiques internationales en la matière. D'abord, en externalisant toute la partie conformité charia pour dire, écoutez, moi, de toute façon, la charia, c'est pas moi qui j'en suis la garante, mais en toute transparence, en toute objectivité, je confie aussi à un organe externe ben, le rôle de venir contrôler et veiller à ce que je fais, ce que je propose à la clientèle, est effectivement conforme au cahier des charges de la finance islamique. Alors, dans ce cahier des charges, il y a, en termes organisationnels, un certain nombre de choses à mettre en place qu'on essaie ici de vous présenter à l'écran. Alors, on voit en fait à l'écran, en fait, le carré gris vous illustre un petit peu juste l'entité juridique qui est Shabi Bank. Alors, ce qui est très intéressant, en fait, et M. Kassem en a parlé au départ, c'est qu'en fait, la Shabi Bank est une banque pas comme les autres. Elle ne fait pas vraiment de l'activité bancaire comme le ferait le Crédit Lyonnais, la Société Générale ou les grandes banques françaises, parce que son cœur business n'est pas l'activité bancaire pure. Elle fait du transfert d'argent, du service pour les résidents marocains du monde et un petit peu de crédit classique et maintenant la finance islamique qui, comme l'a dit Kassem tout à l'heure, s'adresse à tout le monde, marocain ou non marocain, musulman ou non musulman. D'ailleurs, en France, il est interdit de demander à quelqu'un ou de discriminer par rapport à la religion, en tout cas quand on vend un produit. En termes organisationnels, comment ça se traduit? Sur le plan technique, on parle d'une séparation des dépôts islamiques que vous voyez ici, ils sont illustrés en rouge. C'est le logo, hein, c'est la charte graphique retenue par la banque pour tout ce qui est Shabi Harmonis et Shabi Damanis, etc. C'est la couleur retenue. Donc, on voit ici l'activité islamique. Techniquement, elle est séparée sur le plan comptable et au niveau même du système informatique. Quand on intervient en tant qu'auditeur de conformité charia, à n'importe quel moment de l'année, on est capable de savoir exactement comment un centime d'euro déposé par un client sur un compte islamique a été utilisé. Et on a mis en place des filtres, des mécanismes qui interdisent à la banque ou qui empêchent la banque d'utiliser l'argent qui est là, qui vient on va dire, ressources entre guillemets islamiques, d'être transformé, c'est comme ça qu'on appelle, c'est comme ça qu'on dit dans le jargon bancaire, la transformation bancaire, c'est les dépôts d'un côté qu'on traduit en crédit de l'autre. Alors aujourd'hui, dans les grandes banques internationales, la transformation bancaire, c'est devenu autre chose, mais dans les banques à taille plus modeste, en tout cas dans la configuration de Shabi Bank, les dépôts, c'est ce qui fait les crédits. Parce que la Shabi Bank n'est pas une banque qui va sur les marchés financiers, n'est pas une banque qui se refinance sur les marchés auprès des autres banques, etc. Elle fait pas de titrisation de créances, etc., etc. Donc, d'ailleurs, c'est un véritable sujet qui concerne le développement même de la finance islamique en France. Les ressources, et c'est pour ça que tout à l'heure, Kassem a évoqué la nécessité de domicilier, par exemple, les salaires ou de mettre son épargne ou ses économies dans ces dépôts islamiques, parce qu'il n'y a quasiment que ça pour faire du financement islamique. Parce que la banque s'engage dans des activités en orange. Donc, on a mis en place un qui interdit cela. Bien sûr, dans l'autre sens, les dépôts classiques peuvent tout à fait utiliser dans l'activité islamique, sachant qu'un dépôt est un dépôt. Le salaire du client qui est de ce côté-là, bah, on ne s'interroge pas trop sur d'où il vient. Bien sûr qu'on sait, lorsqu'on ouvre un compte, on vous demande votre activité, etc., etc. Mais fondamentalement, on n'a pas besoin de fouiller dans la vie personnelle des gens. Un salaire, c'est un salaire, donc on peut tout à fait le réutiliser dans un financement islamique. Mais dans l'autre sens, ce n'est pas possible. Donc, du dépôt islamique vers le crédit classique, ça ne marche pas. Du dépôt classique vers le financement islamique, ça, d'un point de vue de la conformité charia, il n'y a pas de problème. Et puis, bien sûr, toute la partie profit, hein, la partie gain généré par l'activité islamique remonte à qui de droit dans la banque, aux actionnaires, etc., etc. Sur ça, bien sûr, il n'y a pas de sujet de conformité à la charia. Alors, dans le back-office, rien n'interdit à un collaborateur de la Shabi Bank
de travailler dans les deux activités. Et ça, sur le plan humain, on ne peut Justement, pas si, couper si les tu gens en deux. permets Alors, de vous interrompre, Monsieur Esdil, il y a une question qui a été posée et qui est très intéressante sur est-ce qu'il y a des guichets islamiques au sein de Shabi Bank? Il n'y a pas de guichet islamique à proprement dit. Ce sont notre réseau d'agences qui accueille les deux catégories de clientèle, la clientèle conventionnelle et la clientèle de finance islamique. Par contre, comme vous a précisé M. Ejdir, la dichotomie comptable des flux est complètement séparée. Donc, même si c'est le même guichet, les flux ne vont pas aux mêmes endroits et ne sont pas déposés sur les mêmes comptes. Voilà quel était mon aparté. tout à fait. En fait, il n'y a pas d'agence commerciale dédiée aux produits islamiques parce que, objectivement parlant, ce n'est pas une obligation d'un point de vue des règles de la charia. Et puis en plus, la Shabi Bank n'a pas non plus un réseau de 5000 agences sur toute la France. Il y a d'autres réalités de taille qui font que, eu égard à la taille de la banque, de la Shabi Bank et de son activité dans le contexte franco-français, vous avez, je crois, une 25. vingtaine d'agences, c'est ça, 20 ou 25 agences. Donc voilà. Et puis ne pas oublier aussi que investir et ouvrir une agence, ça coûte beaucoup d'argent. Et donc, d'un point de vue aussi de l'équilibre économique pour ce genre d'activité, bon, en fonction de nos ambitions, en fonction surtout de notre capacité financière et de notre taille, bah, si on est dans une dynamique d'expansion, bien sûr, ça vaudrait le coup de le faire, mais ça coûte énormément d'argent. D'ailleurs, c'est notamment une des raisons pour lesquelles les grandes banques du Golfe ne sont pas venues, par exemple, en France, parce qu'elles ont pris conscience qu'il fallait être partout. Et même au Royaume-Uni, où on a Al Rayyan Bank, la première banque islamique, 100% islamique européenne, elle-même, aujourd'hui, je crois, à peine une dizaine d'agences sur tout le Royaume-Uni. Donc c'est pour vous dire que, alors qu'avant, ils en avaient plus. Pour dire que l'activité bancaire retail, c'est une activité coûteuse, parce que ses coûts d'exploitation sont importants. Et donc, bah, il y a des arbitrages économiques qui font que bah, on ne peut pas se permettre forcément de consacrer des agences exclusivement à cette activité-là, parce que ça coûte. Donc, on est poussé parfois à mutualiser. Donc, ce sont des aspects purement objectifs qui font que même d'un point de vue de la charia, il n'est pas interdit pour une personne, en tout cas parce qu'on ne lui demande pas d'être un religieux, de ne pas proposer les deux. S'il propose les deux produits, c'est son problème. Ce qui est important, par contre, d'un point de vue de la charia, c'est que le produit soit fabriqué à la fois dans l'esprit et la lettre de la finance islamique. C'est pour ça qu'ici, on a bien distingué sur cette slide, vous le voyez à l'écran là, ce qu'on appelle les relations contractuelles. Parce que la finance islamique est avant tout, et je le dis souvent pour ceux qui me suivent, c'est une problématique de lettres et non pas une problématique de chiffres. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est important, c'est les contrats que l'on signe. Et que c'est dans ces contrats-là que les règles du droit musulman doivent être appliquées. Et en l'occurrence ici, la Shabi Bank s'engage contractuellement, pour ceux qui ont déjà regardé ou qui peuvent aller voir en agence, c'est marqué noir sur blanc dans une convention d'ouverture de compte que la banque s'engage à ne pas utiliser l'argent dans des activités non conformes, que la banque s'engage à se faire auditer et superviser par des organes indépendants, etc., de conformité à la charia. Donc on est presque dans une espèce d'organisation interne qui serait une banque dans la banque, avec des fonctions dédiées à certaines activités et des fonctions qui sont tout à fait mutualisables et qui ne posent pas de problème d'un point de vue de la conformité à la charia. Ce qui est important, c'est la traçabilité des transactions et des opérations. C'est ça qui est important à chaque fois de matérialiser. Et puis de toute façon, l'argent, c'est quelque chose de fongible. Donc quand vous posez 20 euros à droite et que ce 20 euros devient deux billets de 10, on ne sait pas d'où viennent ces deux billets de 10, c'est techniquement impossible de savoir d'où ça vient. Donc le mélange en quelque sorte, même matériel, est un faux problème. Le véritable problème, c'est d'être capable de justifier le stock de dépôt que l'on a islamique et en même temps la cohérence de ce stock par rapport aux opérations de financement islamique. Voilà, c'est vraiment, si vous voulez, en termes pour schématiser, dans l'arrière-boutique, il faut qu'on ait vraiment une séparation des produits
Et cette séparation, bah, elle est faite de façon technique, entre parenthèses, comptable, informatique, etc., etc. Donc voilà, je vais m'arrêter là sur l'explication un peu simplifiée du cahier des charges de la fenêtre islamique. Kassem, je vous Très redonne la bien, parole merci, Monsieur pour la Hdir. suite. Je vais repartager mon écran. Donc, en fait, je pense que cette slide va répondre à beaucoup d'interrogations, puisque pendant que vous parliez, Monsieur Hdir, j'ai eu l'occasion de jeter un petit coup d'œil sur le chat, notamment sur l'origine des fonds, comment on vérifie l'origine des fonds. Alors, comment on vérifie l'origine des fonds? Tout simplement, nous sommes, comme toutes les banques, soumis à une législation, et notamment au KYC, à Know Your Customer. Nous devons de connaître l'origine des fonds, et pour cela, nous demandons tous les justificatifs nécessaires aux clients. Déjà, d'une part. Deuxièmement, pour la Murabaha, j'ai vu aussi qu'il y avait un certain nombre de questions. Nous allons vous détailler dans quelques instants non seulement le process étape par étape dans ses moindres détails, mais également nous allons faire des simulations avec vous et vous montrer la différence qu'il peut y avoir entre un financement classique et un financement en Murabaha. Depuis, comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis 2011, l'activité a été lancée en 2011 et depuis 2011, 5772 ouvertures de comptes ont été réalisées. Aujourd'hui, au 31 décembre 2020 plutôt, l'ensemble des dépôts sur les comptes chez Abi Harmonis, donc compte courant, s'élevait à 14,9 millions d'euros, pratiquement 15 millions d'euros, et la même chose pour chez Abi Damanis. Le financement pour la Murabaha est exclusivement, et j'insiste sur le thème, exclusivement réalisé par les dépôts bancaires sur les comptes Harmonis et les comptes Damanis, mais également par nos fonds propres. Jusqu'à aujourd'hui, donc depuis 2012 où nous avons lancé les financements de l'immobilier via une opération de Murabaha, 541 dossiers ont été financés. Aujourd'hui, nous avons 70 dossiers en attente, en cours de déblocage, avec un encours au 31 décembre de 56 millions d'euros. Et là, je reviens, si vous permettez, je vais revenir juste au petit point dont j'ai parlé précédemment. Attendez, on va y revenir très rapidement. C'était quand j'ai parlé de la solidarité pour permettre le développement de la finance islamique. En fait, comme vous le voyez sur cette slide, les dépôts ne couvrent pas l'ensemble des financements. Et c'est pour ça que la partie, le gap manquant, se fait sur nos fonds propres. Mais évidemment, plus les clients déposeront leurs fonds sur des comptes Harmonis et Damanis, plus nous serons en capacité de financer des demandes d'investissement en immobilier. Et ça, c'est un point sur lequel j'insiste, c'est que l'union fait la force. Et je voudrais, sur ce point-là, déjà remercier l'ensemble des clients qui nous ont fait confiance et nous sommes contents d'avoir permis justement à ces 541 familles de disposer aujourd'hui d'un logement qui est conforme et qui a été acquis en conformité avec leurs besoins et surtout leur spiritualité. Je vais commencer d'abord, on va rentrer dans le vif du sujet de l'explication des produits et de la caractéristique de chacun des produits. Je vais commencer d'abord par le premier compte qui a été lancé, donc le compte chez Abi Damanis, et donc un compte charia compatible, non rémunéré, sans découvert autorisé, comme je l'ai dit tout à l'heure. L'utilisation des fonds qui sont déposés sur ces comptes est évidemment une utilisation charia compatible puisqu'elle ne sert qu'à faire du financement Murabaha. Et les dépôts, puisque cette question est revenue aussi dans les
dans le fil du chat où de nombreux internautes se demandent en cas de faillite, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en France, donc il y a une législation, il y a un fonds de garantie, le FGDR, et qui garantit les dépôts à hauteur maximale de 100 000 euros. Et que ce soit, évidemment, le FGDR intervient aussi bien sur les comptes conventionnels que sur les comptes finances islamiques. S'il y a une défaillance de la banque, le FGDR interviendra. Si la banque ne peut pas honorer, au cas où la banque ne puisse pas honorer ses obligations. Alors, Kassem, permettez-moi juste une petite réponse à une question très intéressante, même si elle est un peu technique, posée par Amel sur le cantonnement des dépôts. Alors, dans le contexte de la Shabi Bank, il n'y a pas de dépôt d'investissement au sens dépôt rémunéré qui nécessiterait effectivement d'un point de vue juridique, et ça se fait dans certains pays, notamment au Maroc, on essaye de cantonner à la fois comptablement, mais également d'apporter une certaine protection juridique au dépôt d'investissement. Là, on parle que de dépôts à vue non rémunérés qui font l'objet de la même réglementation que les dépôts à vue classiques, conventionnels, entre guillemets, et qui sont soumis aux règles du fonds de garantie des dépôts en cas de faillite qui, entre parenthèses, est très peu probable généralement de la banque. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question, Amel, et merci de l'avoir posée parce qu'elle est effectivement technique. Donc en France, en ce qui concerne les dépôts, dans le contexte de la Shabi Bank, il n'est pas sujet ici des dépôts d'investissement au sens qui nécessiterait un cantonnement particulier. Merci. Donc, je continue un petit peu mon explication des caractéristiques du compte. Ce compte, évidemment, est associé de moyens de paiement, donc chéquier, mais également carte de débit et de paiement, qui passe de la carte à autorisation systématique, l'ancienne carte électron, à la carte internationale ou la carte Visa Premier. Pas d'assurance liée à la carte, évidemment, puisque les assurances qui existent ne sont pas Sharia compliant. Donc, le chéquier, évidemment, nous mettons à disposition de nos clientèles un chéquier gratuitement et des chèques de banque. Les chèques de banque, par contre, sont payants. Nous permettons à cette clientèle, évidemment, de suivre leur compte. Bon, somme toute, tout le reste, c'est ce que vous avez l'habitude d'avoir et de fonctionner dans les autres banques ou pour les autres comptes. Donc, la consultation, les ordres de virement, des commandes, les services de virement interbancaire occasionnels ou permanents, les transferts soit par avis de prélèvement, soit par virement occasionnel, par remise de chèque ou par espèce. L'offre groupée chez AB Harmonis, évidemment, comprend les frais de tenue de compte, comme je viens de le dire, des moyens de paiement, chéquier, carte de retrait ou de paiement, les relevés de compte, l'accès gratuit à la banque en ligne chez AB Online, les transferts d'argent et la gratuité des paiements et retraits par carte à l'étranger. Le compte d'Amanis, je vais sauter volontairement l'étape de la Murabaha, j'y reviendrai après. Je voudrais d'abord exposer les différents comptes de dépôt et ensuite on reviendra à la Murabaha. Le compte d'Amanis est une solution alternative aux produits d'épargne qui permet aux clients de se constituer un capital à son rythme, en toute tranquillité et sans limite. C'est un compte qui est exonéré de frais de tenue de compte et qui est non rémunéré, mais également qui ne dispose d'aucun moyen de paiement. C'est-à-dire que sur les comptes d'Amanis, le client n'a pas accès ni à une carte, ni à un chéquier. Ces comptes-là sont faits pour sécuriser les économies sans aucun frais de tenue de compte, ni d'adhésion à une offre groupée de services et permet de se constituer un capital, soit pour réaliser un projet immobilier, pour les études des enfants, pour quel que soit le projet, quelle que soit la destination du projet du client, il peut évidemment déposer ses avoirs sur un compte d'Amanis s'il souhaite que ces avoirs restent sur un compte Sharia compatible.
Le financement de l'immobilier pour la Murabaha, nous allons juste commencer par la définition. Qu'est-ce qu'un financement Murabaha? La Murabaha consiste en une opération d'achat-revente avec une marge bénéficiaire dans laquelle le prix de revient et la marge réalisée par le vendeur sont connus des parties contractantes. Et ce qui est le plus important dans l'opération de Murabaha, c'est qu'il y a 2 transferts successifs de propriété. Le séquencement de l'opération comporte 2 transactions qui évidemment ne sont pas fictives. La transaction numéro 1, où le financier, ou la banque en l'occurrence chez Abibank, acquiert l'actif auprès du vendeur, et la transaction numéro 2, où le client achète le bien immobilier rachète à la banque le bien immobilier. Ce séquencement donne lieu à un process standard de la Murabaha normalisé par la WAFI. Et Shabi Bank a adapté ce schéma pour se conformer au cadre légal français et notamment à la loi Scrivener. Là, je vais m'arrêter puisqu'on va rentrer dans le détail opérationnel de l'explication d'un financement Murabaha, et je vais passer donc la parole à mon collègue, Monsieur Abdelrazak Chendouri, qui est en charge des produits de finance éthique et islamique au sein de la banque.